On va juste évoquer la question simple. Qui va payer? Qui va payer pour les dégâts qui ont eu lieu dans le centre de Paris, évidemment, comme toujours, est-ce que il va s'agir des contribuables? Le gouvernement semble vouloir faire payer les casseurs en allant jusqu'à taper sur les prestations sociales. On verra, hein, il y a beaucoup entre la parole et les actes. On va juste écouter deux témoignages des employés des magasins, ceux qui ont été vraiment, et des brasseries, je crois, dans le 8e arrondissement, justement. Et puis, je vais vous passer la parole. Quand on a fermé le magasin à minuit, dans les 2 heures du matin, etc., ils ont commencé à casser et tout. Et puis voilà, on a vu sur les caméras, des petits jeunes, ils sont tout cassés, tout pris d'alcool, bonbons, chewing-gum, tout, vraiment tout. En fait, on a vu sur les caméras qu'en fait, ils ont projeté le panneau qui est là dans la vitre. Et après, ça s'est pété. Après là, ils sont rentrés. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu une ouverture et après, les gens, ils en ont profité. Ouais, exactement. Après, ils ont tous suivi en fait. L'effet de groupe, c'est ça. Est-ce que tu sais à peu près l'âge des personnes? T'as une idée ou pas? Je pense à peu près mon âge, 20 ou aussi plus petit. Ouais, plus petit aussi, ouais, beaucoup plus petit, ouais. Ça sert à rien de faire ça. On gagne, mais on casse Paris, ça sert à rien de faire ça. Ils ont pris les canettes, les chips, toutes les viennoiseries qui restaient à peu près. Et ils ont cassé les caisses, les écrans. Ils ont vu les canettes ici, avec la lumière et tout. Et ils ont rentré, ils se sont servis quoi. C'est la 3e fois, je crois, en 2 ans. Une petite dizaine de personnes qui a cassé toute la façade de ce côté-là, qui s'est introduit dans l'établissement, qui nous a volé de l'argent, de l'alcool, des cigarettes, qui ont été visiter les lieux, qui nous ont pété toute la façade, des chaises, du mobilier. Pour le moment, on attend les devis des réparations des vitres. Je pense que ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, donc on attend les retours pour l'instant. On est arrivé après coup, donc c'est pas de la peur, c'est de l'épuisement, que ce soit toujours dans le même sens, de rien pouvoir faire et de se demander si ça va être la même histoire pendant toute la Coupe du Monde ou pour tous les prochains événements sportifs qui risquent d'arriver. Vous en savez plus sur les individus qui sont venus? Au vu des caméras, je miserais sur des mineurs. Ils sont pas masqués, ils ont l'air de pas avoir peur des conséquences de ce qui va arriver. Je crains tous les événements qui risquent de déborder avec des individus qui ne viennent même pas fêter les événements en question, mais qui viennent profiter du chaos pour détruire les commerçants, pour détruire la vie citadine sans conséquence, sans qu'il y ait aucune conséquence de leurs actes. Voilà, pour ces témoignages, Éric Schall, vous êtes adjoint, donc je le rappelle, du 8e arrondissement de Paris, chargé de la sécurité. Qui va payer? C'est Nicolas. À la fin, c'est toujours nous. C'est toujours le contribuable d'une manière ou d'une autre. Parce que même quand l'État laisse entendre qu'à un moment donné, c'est du rôle des assurances, on sait très bien qu'à la fin, les assurances augmentent leurs franchises, leurs primes, et qu'à la fin, c'est quand même nous. Voilà. Mais là, on parle même d'aller jusqu'à taper les prestations sociales. C'est ce qu'a dit M. Lecornu. Vous avez vu le nombre de condamnés. Donc à la fin, on va récupérer quelques euros. On donne le change. Moi, je pense à nos commerçants, effectivement, et surtout qu'on peur de la réitération. Parce que le signal qui est donné aujourd'hui, avec les peines telles qu'elles ont été prononcées, c'est que c'est un appel à la réitération, c'est un permis de casser. Et donc pour nos commerçants, on a la Coupe du Monde qui commence dans 15 jours. On est extrêmement inquiets, effectivement. Donc être au chevet, à un moment donné, ne suffit pas. Il y a beaucoup de colère de leur part. Et je rappelle que les Champs-Élysées sont dans votre arrondissement, Clairement. Qui est le lieu de rassemblement de tous les amateurs de foot. Et avec une doctrine aujourd'hui du préfet de police qui consiste à dire c'est beaucoup plus simple de faire du maintien d'ordre sur les Champs-Élysées. Donc finalement, on va le gérer comme ça. Et pour nous, c'est un vrai problème. Parce qu'on est là pour défendre nos administrés, nos riverains, et que ça nous soucie assez peu de savoir si c'est un peu plus simple de faire du maintien de l'ordre sur une avenue parce qu'elle est très large. L'image de la France, elle est dramatique. On a vu le tweet d'Elon Musk qui a été vu à plus de 70 millions de fois. C'est dramatique pour le commerce. Et puis vous avez des effets de bord. C'est-à-dire que les commerces qu'on vient de voir, ils sont sur les rues adjacentes où c'est sécurisé les Champs-Élysées. Mais après, vous avez des casseurs qui ne peuvent pas rentrer et qui pillent dans les rues adjacentes. Et même s'il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre, et honnêtement, la police a ultra bien travaillé, on était à leur côté pendant toute la soirée, ils ont été le plus efficaces possible. Mais à un moment donné, avec un tel déferlement, si on ne ferme pas la zone, on n'y arrivera pas. Comment vous vous préparez alors à la fête de la musique, à la Coupe du Monde, au 14 juillet? Ça va se reproduire comme ça, systématiquement? Alors, on se prépare de 2 manières. La première manière, c'est que vous avez donc les forces de sécurité intérieure, de maintien de l'ordre, qui améliore au fur et à mesure. Et quand je dis améliore, n'imaginez pas que je fais bien ce propos. C'est-à-dire qu'effectivement, ils améliorent de mieux en mieux. Ils ont très bien travaillé, il y a eu plus d'interpellations, il y a eu moins de cas. C'est de ce point de vue-là,
peut considérer que de l'expérience, ils apprennent progressivement et ces effets de bord dont je vous parlais sur les adjacentes s'améliorent progressivement. Mais c'est pas entendable quand on va avoir un mois, on va avoir la fête de la musique, d'avoir la Coupe du Monde, que chaque match clé qui sont marqués d'une croix rouge, dont le premier match de l'équipe de France, vont à chaque fois occasionner ça. Et les commerçants. Alors on nous dit il y a le décalage horaire, ça sera dans la nuit. Oui, super. Mais vous savez. Bon, d'une manière ou d'une autre, ils n'attendent pas. De toute manière, ils ne viennent pas. C'est un prétexte. On sait très bien. Personne ne suivait le match. On avait interdit d'ailleurs dans les bars la retransmission du match. Donc les gens qui étaient là, personne n'était là pour suivre le match de foot. C'était pas le sujet. Donc nous on dit la première chose. C'est quoi des pillages? Ils venaient pour piller et pour casser. Évidemment, ils venaient pour piller. Personne sur les Champs-Élysées ne venait pour voir le match. Ils s'étaient donné rendez-vous uniquement pour ça. C'est le point de rendez-vous, c'est libre service, donc on y va. Et c'est pour ça que nous on plaide pour organiser un vrai site dédié, parce que ceux qui sont... Une fan zone, quoi. Voilà, alors le terme, les gens n'aiment pas le terme fan zone, mais le problème c'est que les riverains ne peuvent pas sortir de leur rue. Moi, ma fille, je lui interdisais de sortir, c'est quand même un problème, vous habitez à côté, les seuls qui n'ont pas le droit de faire la fête, c'est les gens qui vivent sur place. Et après, à côté de ça, vous avez d'authentiques supporters qui aimeraient avoir un lieu, et ils n'ont pas ce lieu. Donc à la Villette, au Club France, pendant les Jeux Olympiques, ça a fonctionné, tout le monde pouvait se réunir, et on pense à ça. Oui, il y avait sur le Champ de Mars aussi. Gauthier Lebret. Écoutez, quand on a un Premier ministre qui nous a dit, avant la dissolution, qui s'appelait Gabriel Attal, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter et qu'il ne s'est strictement rien passé hier, on est très prudent quand un nouveau Premier ministre dit à peu près la même chose, c'est les casseurs qui vont réparer, c'est les casseurs qui vont payer ou leurs parents, et s'ils n'arrivent pas à payer, il y aura des privations de prestations sociales. J'attends de voir. Ça serait évidemment une bonne chose, mais j'attends de voir puisqu'on nous l'a dit à plusieurs reprises et ça s'est pas fait. On a même rajouté des taxes sur les assurances, justement des taxes anti-émeutes pour payer en cas de nouvelles émeutes. Donc c'est à chaque fois le contribuable qui paye ou le restaurateur qui fait jouer son assurance, comme on a vu pour les auditeurs d'Europe 1, c'est ce restaurant à l'instant dont la devanture était totalement détruite, dont la caisse a été volée, etc. C'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes. D'ailleurs, c'est la formule de Laure Lavalette hier, la députée du Rassemblement national. Les émeutiers cassent, les Français casquent. Et il y a juste un moment, en fait, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de payer des impôts pour des émeutiers qui viennent tout casser, pour des mairies, pour des commissariats, pour des librairies parfois, qui peuvent être vandalisées. Des médiathèques, des bibliothèques. Exactement. Un soir d'émeute. Ça devient juste insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est Tanguy Hamon qui l'a refait tout à l'heure dans Punchline avec vous, Laurence, c'est le bilan judiciaire. C'est-à-dire que le seul qui dort en prison, alors on se parle, c'est un policier qui a fait absolument n'importe quoi, qui a sorti son arme en état d'ivresse, qui a pris 14 mois ferme. Et donc le seul qui a pris du ferme, c'est un policier. Quand un émeutier fait absolument n'importe quoi, donne des coups de bâton, mord, crache sur des policiers, comme ça a été le cas pour l'un de ceux qui a comparu devant la justice, il ressort libre. Le seul qui dort derrière les barreaux, c'est un policier. Et bien ça devient insupportable. Rachel Kahn, c'est un enjeu de civilisation aussi. La réponse, la non-réponse qu'on envoie à ces jeunes, la non-réponse pénale, ils la comprennent très très bien. Très bien. C'est-à-dire qu'ils sont victimes, même s'ils font n'importe quoi, même s'ils cassent tout, même s'ils pillent tout. Idéologiquement, ils sont victimes. Ils prennent acte finalement de cette décision. Mais je trouve que par rapport à notre civilisation, ne pas les punir, c'est vraiment aussi les maltraiter. Ce n'est pas les faire grandir, c'est-à-dire leur dire, vous pouvez continuer allègrement. Et puis, c'est diviser encore plus la société, parce qu'on a vu tout à l'heure les témoignages des riverains. Ils témoignent masqués. Ça veut dire que ce qui s'est passé cette semaine a instillé quelque chose de l'ordre de la terreur et va laisser des traces, effectivement, pour la fête de la musique, et j'en passe. Dernier mot, Éric Chahal. Oui, je pense effectivement qu'on a un problème en France, c'est qu'on a pris notre système pénal à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prononcer de très courtes peines. En fait, la logique du système pénal, c'est de dire que la détention, ça doit être le dernier recours. Donc, on ne place en détention que des gens qui sont multirécidivistes. Et une personne, on n'a pas le droit de prononcer des peines inférieures à quelques mois, on doit commuer celles qui sont inférieures à 6 mois, et de toute façon, elles sont divisées par 2. Et là, ce qu'on a dans les comparutions, moi, je peux entendre qu'un magistrat ne veuille pas mettre 5 ans de prison à un casseur qui a lancé une chaise sur un policier. C'est pas du laxisme, je peux entendre que 5 ans c'est trop. Mais comme on n'a pas le droit de faire des très courtes peines, on a le problème. Et quand vous avez des très courtes peines, à ce moment-là, vous avez de la rotation dans les prisons. On peut vraiment, dès la première infraction, condamner des gens avec l'effet blase de la détention. Tous les pays du Nord fonctionnent comme ça. En moyenne, les pays du Nord, ils ont 2 ou 3 mois de prison. Nous, en France, c'est 1 an de moyenne. Donc,
la sanction pénale vient trop tard. Et pardon, là on parle même pas de personnes qu'on relâche parce qu'ils ont lancé une chaise sur un policier. On parle de gens qui ont tiré au mortier d'artifice, qui ont donné des coups de bâton, qui ont craché, qui ont mordu des policiers, qui ne vont même pas passer 24 heures derrière les barreaux. Donc c'est évidemment un appel massif à recommencer. Je parle même pas évidemment de sanctionner ceux qui ont cassé une vitrine ou qui ont volé la caisse d'un établissement. Ils ne seront pas sanctionnés non plus. Donc ça va recommencer. Vous allez vivre la même chose, comme l'a dit Laurence, au moment des Jeux, au moment de la fête de la musique, au moment du 14 juillet. Tout sera bon, parce qu'il faut aussi arrêter avec quelque chose. C'est pas des jeunes qui se regroupent par hasard le soir. Tout ça est anticipé, tout ça est prévu. On ne fait pas une bombe agricole ou artisanale au dernier moment avec de l'acier, de l'acide et des morceaux de verre pour s'en prendre à la vie de 2 policiers, heureusement, qui sont sortis vivants de cette histoire, mais avec des séquelles absolument gravissimes. Et ceux qui vendaient des mortiers à quelques mètres des champs sont également sortis avec du sursis. Rien. Merci beaucoup Éric Chall. Ce qui ressort, c'est évidemment la faiblesse de la réponse judiciaire et l'impuissance politique. On va écouter successivement François Bayrou, qui était à l'époque Premier ministre, l'an dernier, à la même époque, et M. Lecornu. Il faut que l'aggravation des peines liées à des violences en réunion et à des violences préméditées, que cette aggravation de peine soit plus nette. Et je pense qu'au lieu d'avoir une multiplication de circonstances aggravantes, il faut simplifier cela pour que ça devienne lisible pour tout le monde. Donc peine minimale s'il le faut. Deuxièmement, augmentation ou amélioration des circonstances aggravantes, de manière qu'il soit clair aux yeux de tout le monde que ce type de violence préméditée, préparée, organisée et désormais régulière ne peut pas être acceptée dans un pays comme le nôtre. Nous sommes dans une société de responsabilité qui croit en la responsabilité individuelle et à l'état de droit. Donc la justice passera en appliquant là aussi les lois de la République que vous avez votées. C'est terrible, Paul Amar. Ça signe l'impuissance du politique sur ces affaires. Un seul mot pourrait résumer ces 2 mandats de M. Macron, l'incantation. C'est-à-dire l'impuissance. Le royaume de la parole. Avec une République qui marche sur la tête, vraiment. Les victimes punies, ces commerces contraints de fermer à 17h, punis, triple peine, contraints de fermer, puis saccagés, puis devant financer la réparation. Et les coupables épargnés. Voilà comment fonctionne la République aujourd'hui. Moi, je suis moi-même troublé d'ailleurs, parce que quand ce chaos s'annonce, avec un effet crescendo en termes de gravité, on voit un pouvoir impuissant comme s'il laissait... vous avez vu le sondage ce matin, où Jordan Bardella est à 47% de popularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français veulent une sécurité, veulent un pouvoir fort. Et c'est pour ça que je dis que je suis troublé, comme si Emmanuel Macron laissait faire, alors que dans d'autres circonstances, en 1978, il y a eu ce problème. Et Giscard d'Estaing avait demandé à son ministre la loi sécurité et liberté. Puis plus tard, d'autres, Jacques Chirac l'a fait également. Et là, on a une sorte d'impuissance, de faiblesse, mais qui est troublante à force d'être à ce point visible. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas le même type de réponse face à des agriculteurs ou des gilets jaunes. On a le sentiment que ce n'est pas exactement le même type de réponse. Il n'y avait pas les centaures ni les canons à eau. Frédéric Ploquin nous a rejoint. Bonsoir Frédéric Ploquin. On va parler dans un instant de votre livre sur l'affaire Epstein. Mais là, on est sur un cas d'école concernant ce qui s'est passé après la victoire du PSG. Comment vous qualifiez ça, vous d'abord, tout simplement, en expert de la sécurité? Émeute, pillage? Pardon. Émeute, pillage. Je vais être technique. D'abord, je vais prendre la défense de la police. Ça va, mais nous aussi, allez-y. 8000 policiers déployés, 300 gardes à vue, c'est pas rien. Le résultat du match n'était pas forcément prévisible. Alors, d'ailleurs, je me suis demandé... Je crois qu'on est à 900 gardes à vue. Je me suis demandé ce qui se serait passé si le PSG avait perdu. Ça aurait pareil. Été pire. Ça aurait été exactement pareil. Ça aurait peut-être été pire. Ouais. Toujours est-il que dans ce contexte un petit peu, normalement, c'est une fête. Je veux dire, moi qui aime bien le football, j'en serais presque à souhaiter qu'il n'y ait pas de 3e étoile et de 3e victoire, tellement c'est compliqué. Mais revenons à la technique. Du maintien de l'ordre. Le problème, c'est la canalisation des foules. Le problème, c'est le maintien de l'ordre. Le problème, c'est la manière on va dire, de gérer une ville aussi gigantesque, avec des gens qui affluent de partout. On ne sait pas combien. Quand il y a une manif, mais on sait le faire pendant les JO, hein. Non, quand il y a une manifestation, il y a un couloir de marche qui est déposé à l'avance, il y a un service d'ordre, on sait où ils vont, on sait à quelle heure ça commence, on sait à quelle heure ça finit. C'est relativement simple à encadrer. Là, il faut quand même souligner...
Il y avait beaucoup de groupes WhatsApp. L'énorme difficulté qu'il y a justement à juguler et à gérer une foule totalement imprévisible, ça vient de partout, etc. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que... Et c'est aussi compliqué, si admettons qu'il y ait, je ne sais pas, 200 ou 300 très jeunes individus, parce que ça a l'air d'être le cas, qui s'immiscent et qui soient venus non pas pour faire de la fête, finalement le football c'est pas ce qui les intéresse, mais pour piller, casser, agresser la police, un peu ce dans quoi ils grandissent, etc. Admettons qu'ils soient venus pour ça. Comment est-ce que vous faites quand ces 200 ou 300 individus particulièrement mobiles se circulent dans Paris à toute vitesse, se retrouvent par des groupes WhatsApp et sont au milieu finalement de supporters qui, eux, sont venus, on va dire, spontanément et fêter la victoire de leur équipe. Donc, c'est pas si simple que ça. Et alors après, parce que je vous ai entendu parler aussi des condamnations, etc., je finis là-dessus, un magistrat, un tribunal, peut pas condamner en disant « Ah oui, on a vu que sur la photo, vous étiez devant le magasin ». C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. On peut pas, malheureusement, ou heureusement, il faut des faits précis. Et la condamnation, elle est forcément individuelle. Donc, elle est individuelle sur des faits précis. Je ne peux pas dire « Vous étiez dans la rue à ce moment-là, vous allez… » Non, il faut, ceux qui ont été arrêtés, c'était pas ça. Justement. Donc, c'est ça. Il y avait des faits très précis. C'est d'établir des faits extrêmement précis. Oui, mais il y avait des faits extrêmement précis. D'ailleurs, les réquisitions l'ont prouvé. Diamant et Célia Barotte, qui ont fait un travail formidable pendant 48 heures au tribunal, ont été très surpris de voir que les réquisitions étaient assez fermes et que le jugement final l'était beaucoup moins. Alors, pour terminer, moi je pense que la principale idée aujourd'hui qui sort aujourd'hui du chapeau, j'avais fait un livre avec le commissaire Frédéric Lose, il avait déjà suggéré. Notre invité hier. La principale idée, à mon avis, si on peut pas, les prisons sont pleines, ok, on va pas. La principale idée, c'est de faire payer effectivement d'une manière ou d'une autre le casseur. C'est-à-dire que ce que proposait ce commissaire, c'est de dire qu'à un moment donné, c'est le jeune qui a cassé, pour qu'il prenne vraiment conscience qu'il s'est passé quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il faut le toucher au portefeuille. Alors s'il ne travaille pas, on va attendre qu'il travaille. Et il aura une dette, c'est de lui signifier qu'il aura désormais lui-même, pas forcément sa famille, mais lui-même, une dette vis-à-vis de la société. Donc il va s'intégrer, il va avoir un premier job et on va lui ponctionner son salaire. Je trouve que cette idée, elle est assez juste et assez pédagogique. Sans doute. Les îles de Kerguelen. Pas la marque. C'est autre chose. Geoffroy, je ne vous ai pas entendu là-dessus, ni maître. Mon dernier bon souvenir de manifestation sportive dans Paris, c'est les Jeux Olympiques. Et à l'époque, les méthodes choisies ont été parce qu'il fallait que ça se passe bien. Il y avait un enjeu énorme. On était très alarmistes. En tout cas, moi, j'étais très alarmiste avant. Et la méthode choisie a été excellente. Je me souviens que pour venir travailler ici, moi, j'ai passé un barrage de police et j'ai dû montrer un QR code. Donc, Paris était fermé. Il y avait des barrages filtrants. On a laissé entrer que les gens qui venaient gentiment avec leur petit t-shirt bleu, blanc, rouge et leur petit drapeau pour aller dans des... Et leurs billets. Et leurs billets, absolument. Et étonnamment, ça s'est bien passé. On a fermé l'accès à Paris aux gens qu'on a vus samedi dernier. Et je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de faire la fête, c'est de faire la fête sans eux. Maître... Oui, mais j'aimerais revenir rapidement, là encore, sur quand même... les actes de ces délinquants, parce que pour moi, ce sont des délinquants, ce qu'on voit casser, piller, et en effet, il faut faire la différence avec les supporters. Ces gens, ils ont pillé, cassé, mais ils ont mis en danger la vie d'autrui. Et je vais vous citer un exemple concret. Au moment de ce match, et à la fin surtout de ce match, j'ai une amie qui me dit qu'il y a un tir de mortier, elle habite Paris, qui est un tir de mortier qui a été dirigé contre son immeuble. Donc c'est pas uniquement casser, piller, etc. C'est mettre aussi en danger la vie d'autrui. En particulier les policiers. Et en particulier les policiers, mais aussi les habitants. Donc je pense qu'on a tout dit, c'est-à-dire qu'il faut taper au portefeuille, il faut responsabiliser. Et vous avez des communes qui suppriment les aides sociales communales. Certaines communes. Pas faux. On va juste écouter, alors Rachel, une amie que vous connaissez qui s'appelle Karine Lemarchand, qui a poussé un petit coup de gueule en disant qu'elle ne voulait pas payer pour ces casseurs qu'elle appelle des cassos. Écoutons-la. Je me balade dans Paris, là, je suis passée par les Champs-Élysées et je me dis, mais en fait, ça ne redescend pas ma colère. Alors ça, il y a des grands sociologues, des grands machins qui nous racontent je sais pas quoi, j'en ai rien à faire. Des analyses sociologiques, politiques et psychologiques de ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est que ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils sont pas contents, ils cassent. Donc ça s'appelle des casseurs, tout simplement. Ce serait bien d'ailleurs pour une fois qu'on publie, alors les noms, vous allez nous dire non, on peut pas publier les noms, mais qu'on publie des initiales avec les sanctions qu'ils ont eues, tous ces mecs-là. Combien ils ont pris de tôle, combien ils doivent donner d'argent à la société, parce que qui est-ce qui va payer? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts,
c'est encore moins. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée. Et à un moment donné, les casseurs doivent payer. Les casseurs doivent payer, Rachel Kahn. Elle a tellement raison, Karine Le Marchand, de ce coup de gueule. Simple, efficace. Mais en réalité, la situation, elle est extrêmement grave. On a une photographie de notre société où nous n'avons plus des citoyens. Nous n'avons plus une France qui est une. Nous avons des personnes qui sont contre notre pays, qui sont contre les communes, contre les habitants, qui ne sont plus du tout attachés, qui n'ont plus un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça qu'ils cassent. Et ça, je ne sais pas comment ça peut être sanctionné. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui doit être prévenu dès la petite enfance.